Alors, un petit mot, mais j'ai l'impression d'être peut-être un peu long, c'est peut-être un petit peu trop long, mais un petit mot quand même sur la Crimée, c'est très très important, puisque la Crimée, c'est une péninsule dans la mer Noire, dans laquelle il y a le très grand port militaire de Sébastopol. Cette péninsule n'a jamais été ukrainienne, elle appartenait à des principautés musulmanes relevant de l'Empire ottoman jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à l'intervention vers les années 1780 de la Grande Catherine de Russie, qui a envoyé des troupes russes envahir la Crimée. Donc la Crimée n'a jamais été en fait ukrainienne. Et la Grande Catherine de Russie a fait ça parce que les géographes et les militaires russes avaient remarqué qu'il y avait dans cette péninsule un port naturel magnifique et dans lequel l'armée russe, qui pourrait servir fort opportunément à la marine russe, puisque vous le savez, le drame ancestral de la Russie, c'est de ne pas avoir accès aux mers chaudes et d'être toujours soit une puissance continentale enfermée dans le continent eurasiatique, et les fenêtres dont elle dispose sur les océans, c'est soit l'océan Arctique avec le port d'Arkhangelsk qui est pris dans les glaces 7 à 8 mois par an ou plus, et puis à l'autre bout de la planète, du côté de Vladivostok et Nakhodka, deux ports qui donnent sur la mer, ça doit être la mer du Japon à cet endroit-là, ou la mer d'Okhotsk, et qui donc eux aussi sont dans des mers froides, et puis c'est vraiment situé à l'autre bout du monde. Et puis donc pour l'Europe, pour l'accès à la Méditerranée, l'accès à l'océan Atlantique, à tout moment, eh bien le seul port, c'est le port qui a été créé donc par la Grande Catherine, qui a appelé ça la ville de Sébastien, ça se dit Sébastopol, et qui a donc créé ça ex nihilo. Donc cette ville de Sébastopol, cette implantation militaire et la Crimée, ce sont des créations russes du XVIIIe siècle. L'implantation humaine, c'est également des populations russes. Alors, le hasard de l'histoire, parce que rien n'est simple dans toutes ces histoires, le hasard de l'histoire a voulu qu'en 1954, pour le tricentenaire du traité de Péréoslav de 1654, qui a rattaché une partie, comme je le disais tout à l'heure, de ce qui est devenu l'Ukraine, la Rousse de Kiev, qui a été intégrée à l'Empire tsariste, ce qui est un peu le début de l'histoire de l'Empire de toutes les Russies, eh bien, pour ce tricentenaire très symbolique pour l'histoire russe, très, très attaché au cœur des Russes, eh bien, le secrétaire général de l'Union soviétique de l'époque, Khrouchtchev, avait décidé de faire cadeau, comme ça, de faire cadeau de la péninsule de Crimée à la République socialiste soviétique d'Ukraine, alors qu'elle était auparavant, faisant partie de la Fédération de Russie, de la République socialiste fédérative de Russie. Alors, à l'époque, comme il s'agissait, comme tous ces États étaient des membres de l'Union soviétique, ça n'a pas paru quelque chose qui portait à conséquences très graves. C'est comme s'il y avait un morceau, par exemple, de la Floride qui était donné, je ne sais pas moi, à l'Alabama, ou un morceau de la Californie qui était donné à l'Arizona. En fait, tout ça, ça serait dans les États-Unis d'Amérique, on n'y porterait pas attention. Donc à l'époque, les gens n'y ont pas beaucoup porté attention, mais ce transfert a été fait selon les formes juridiques du droit international. Il y a vraiment eu un transfert de la République socialiste fédérative de Russie à la République socialiste soviétique d'Ukraine. Bon, voilà. En 1991, lorsque l'Union soviétique s'effondre, toutes les républiques issues de l'URSS donc prennent leur indépendance, y compris la République socialiste soviétique d'Ukraine, laquelle donc part, si j'ose dire, avec le magot, c'est-à-dire avec la péninsule de Crimée. Ce qui est absolument inacceptable pour le pouvoir de Moscou, bien entendu. Mais comme je vous l'ai dit, à l'époque, la Russie était très affaiblie avec Boris Yeltsin. Qu'est-ce qui se passe à l'époque? Il se passe que les autorités de Kiev ont la sagesse de comprendre qu'elles ne peuvent quand même pas s'éloigner trop de l'ours russe, et donc elles signent un contrat, une espèce d'accord de location sur long terme de la base militaire de Sébastopol, où les Russes maintiennent leur marine de guerre. Donc en fait, ça n'a pas bougé. Il y a eu le transfert de souveraineté à la République d'Ukraine, mais en fait, l'Ukraine donne un bail très long à la Russie, et donc tous les choses se passent correctement. Sauf que, à partir de 2004, on a la révolution orange, on voit arriver à Kiev des responsables politiques qui regardent vers l'ouest, puisque la majorité de la population, je l'ai dit tout à l'heure, est ukrainophone et regarde vers l'ouest, et on commence à voir apparaître des responsables politiques qui ont moins de scrupules que leurs prédécesseurs et qui
flirte un peu, on peut dire, avec l'Union européenne et avec l'OTAN, d'autant plus que l'OTAN d'un côté avec les États-Unis, l'Union européenne de l'autre, mais je vous ai dit tout à l'heure que c'était en fait les deux faces de la même médaille, eh bien, ont des rencontres avec les autorités ukrainiennes et laissent entendre qu'il pourrait y avoir un rapprochement avec l'OTAN et avec l'Union européenne. C'est la stratégie définie, je l'ai dit tout à l'heure, par Zbigniew Brzezinski, qui a conseillé depuis le président Carter un certain nombre de présidents des États-Unis en disant qu'il faut absolument arracher l'Ukraine à la Russie. Arrive l'année 2013, les années 2013-2014, et là, les États-Unis font un pas vraiment en avant très spectaculaire en organisant la révolution dite de l'Euromaïdan. On sait que c'est eux qui sont derrière, puisqu'on a vu, tout le monde a pu voir, la sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland avoir une conversation par téléphone avec l'ambassadeur des États-Unis à Kiev. Elle était à Washington, son ambassadeur était à Kiev, par satellite. Il se trouve que la conversation téléphonique avec l'ambassadeur Geoffrey Payat a été interceptée par les Russes, qui l'ont balancée sur l'Internet mondial. Donc toute la planète a été au courant de quoi? Eh bien, elle était au courant que c'était Victoria Nuland qui donnait ses instructions pour qu'il y ait un nouveau gouvernement à Kiev dans le cadre de cette révolution dite de l'Euromaïdan, gouvernement qui en fait apporterait sur un plateau l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN. Ce qui évidemment a été un chiffon rouge pour Vladimir Poutine, qui entre-temps, depuis les années 2000, avait pris, si j'ose dire, du poil de la bête, avait affermi son pouvoir, avait commencé à redresser la Russie et qui ne l'entendait pas de cette oreille. Il s'est donc passé à cette époque deux événements très importants. Le premier, c'est que Poutine a compris que la Russie, que les États-Unis poursuivaient leur objectif d'essayer d'arracher l'Ukraine et d'arracher la Crimée et la base de Sébastopol. Et si les États-Unis arrivaient à ça, si l'OTAN s'installait à Sébastopol, il n'y a plus de Russie. Enfin, la Russie continuera d'exister, mais ça serait une Russie extraordinairement affaiblie, n'étant plus une puissance mondiale pouvant tenir tête aux États-Unis. Donc, Vladimir Poutine a organisé, c'est le premier événement, une opération militaire surprise en envoyant son armée en Crimée et en organisant, ce qui est illégal au regard du droit international, et en organisant un référendum d'où il est ressorti que plus de 90% de la population de la Crimée voulait être rattachée à la Russie, comme il l'avait été de 1785 environ la Grande Catherine jusqu'à 1954, si vous avez suivi mes explications. Alors, la communauté internationale, comme on dit, c'est-à-dire les pays occidentaux, en fait, c'est-à-dire l'Union européenne, les États-Unis et le Canada, qui aiment à se présenter comme étant la communauté internationale, alors qu'il y a la grande majorité des peuples du monde qui n'en font pas partie, eh bien, les États-Unis, le Canada, l'Union européenne ont protesté vigoureusement, se sont scandalisés de cette opération, et tous les spécialistes de la Crimée. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste, mais il se trouve que je suis allé en Crimée, et je peux témoigner, comme tout le monde, que cette péninsule était peuplée de Russes, d'origine russe, et qui, même s'ils avaient été transférés à l'Ukraine, ils restaient dans leur âme des Russes, des soldats russes, parlant le russe. Donc lorsque le référendum a donné 95%, je crois, ou 90% de rattachement à la Russie, les puissances occidentales ont hurlé, mais de fait, le résultat ne fait pas de doute. Néanmoins, les Occidentaux ont demandé un train de sanctions, et donc ça a été les premières sanctions contre la Russie.